Et voilà, bonjour tout le monde. Vous avez volontairement vos micros éteints. C'est parce que, étant donné le nombre, ce sera plus facile de communiquer par les commentaires, par la boîte de commentaires. Donc, bienvenue à tous. Donc, je vois. Donc, Alors, on voit Yann, mais je pense que Yann s'appelle Marion. d'accord. Donc, Yann, Alice, Anaïs, Caroline, Cédric, Patricia, une autre Alice, Anaïs, Caroline, Cédric. Ah ben non. Patricia, Sophie. Alors, on est à 11 Je connais participants. quelques personnes à qui Oui. je dis bonjour. Salut. Bonjour Julien. Bonjour Marion, tu vas? Mon vrai prénom est Marion et pas Yann, mais Ah D'accord. ouais, c'est un peu trompeur. on t'avait reconnu. Hein. Alors, Julien, tu sais combien de participants manquent? Alors là, on est On est à 11 avec nous. à 11. Normalement, on était à 16 Alors, attends. participants. Une personne qui a demandé effectivement à Voilà. Il y en a deux autres que reporter. j'admets. Hmm. C'est bien, on a des mamans ponctuelles. Ah oui, carrément. Ah, c'est pas évident. Clairement, c'est vrai que c'est une heure qui est Oui, juste. Alors, si on met ça plus tard, c'est un peu trop tard, mais voilà. si on met ça avant, ça va pas. Les enfants sont pas encore complètement au lit. Il faut Bon, des papas sympas qui, Il y a qui des viennent papas me sympas. coucher. Ouais. Ouais, comme je disais, moi, c'est les grands-parents qui sont sympas ce soir. C'est cool. Ah, c'est bien quand on en a à proximité, hein. Ouais, ouais, Faut ça, profiter. c'est une chance. Ça, c'est clair. On Bon, eh profite. bien, pendant que j'admets les derniers, si tu veux, dans une minute, on démarre. Je vois Émilie, bonjour. Alors, ce que je vous propose, c'est Caroline, peut-être, bonjour. parce qu'avec les premiers, on a pu avoir un petit échange oral, et les autres, je vous propose d'écrire peut-être en commentaire l'âge de vos enfants. Ça nous permettra de situer un petit peu votre contexte familial, si c'est enfant bas âge ou plus âgé. Voilà. Et Julien, quand tu veux, tu peux Ouais. démarrer. Ah, moi, je réponds aussi. Hein. Bah oui, bien 11 sûr. et 7 ans pour chez nous. Des jumeaux et 3 garçons. Ouais, mais je pense qu'effectivement, là, on est presque au complet, hein, me semble-t-il. Bonjour Elisabeth, bonjour Anaïs, bonjour Patricia. Bon, c'est bien. Alors oui, bah, tu peux passer à la slide suivante si on commence maintenant. Il est 20h35, on s'était dit de Ok. se faire 5 minutes effectivement de discrétion, on va dire, pour, euh, pour se mettre dans le bain, d'attendre effectivement les mamans qui couchent leurs enfants. Donc, bienvenue à toutes. Je dis à toutes, il n'y a pas de monsieur, mis à part moi ce soir. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas vu. En tout cas, ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes ici pour la session de découverte des ateliers Faber et Maslich que va vous présenter Sophia. Moi, je fais l'introduction. Et donc, je tiens à vous présenter un petit peu Éducatelier. Alors, Sophia présentera Éducatelier. Moi, je suis porteur de Shiny Family, hein, du projet que je monte depuis plus d'un an. Shiny Family, en fait, on accompagne les parents et les enfants sur tout ce qui est émotionnel. Donc, à la fois les blocages émotionnels, qu'est-ce qui nous bloque dans les émotions pour aller de l'avant, et quels sont les débordements émotionnels qu'on peut réguler. Donc, c'est deux fonctions un peu différentes sur le travail des émotions. Je voulais donc, donc pour cette introduction, attirer votre attention sur différentes choses. Là, on va parler de parentalité, de cette communication qu'on peut avoir avec nos enfants. Et une chose qui est importante, malgré tout, c'est qu'il n'existe pas de vérité sur la parentalité, sur les fonctionnements d'éducation, hein. Donc, on va avoir différents modèles d'éducation. Et je pense que nous, en tant qu'accompagnateurs, enfin avec Sophia,
il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire qu'en fait, chaque parent fait ce qu'il lui semble bon de faire. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une grande ouverture d'esprit par rapport à ça, parce que les modèles d'éducation, il y a toujours du bon, du moins bon, mais ce n'est pas forcément à nous de juger. Deuxième chose sur laquelle je trouve que c'est important d'avoir une petite vue, c'est l'aspect de la culpabilité qu'on peut porter en tant que parent. Quand on parle d'éducation, il y a toujours ce côté où on ne se sent pas forcément toujours en phase avec ce qu'on voulait faire initialement. Et en fait, je préférerais effectivement travailler sur la vigilance qu'on peut avoir avec nos enfants. Donc, c'est transformer la culpabilité en vigilance. Et cette vigilance, ce n'est pas la vigilance à dire attention, je cours partout derrière mes enfants pour les protéger. C'est plutôt une vigilance à nous, comment on se comporte vis-à-vis d'eux. Donc, c'est au niveau comportemental, au niveau émotionnel, au niveau de nos pensées. Mais donc, ça va avoir une influence sur eux, puisque alors, en fait, l'un des premiers piliers de l'éducation, c'est que nous, en tant que parents, nous sommes des top modèles. Donc oui, je vous l'annonce, on est des top modèles, ça fait toujours plaisir. Et on est vraiment les modèles pour nos enfants. Et donc, ils vont nous suivre. Et c'est en ça que les ateliers de Sophia vont être super intéressants. C'est que, voilà, on est modèle. Et par contre, il faut se considérer comme étant des top modèles. Mais malheureusement pour nous, avec ce côté d'imperfection et qu'il faut également accepter. Donc, nous sommes des top modèles, on va plutôt garder ce point positif plutôt que la partie imperfection, mais voilà, il faut être assez détendu sur ces ateliers. C'est effectivement pas de jugement, pas de culpabilité, et effectivement, si on est imparfait, eh bien, tant mieux. Donc, je vais laisser Sophia prendre le relais. Moi, j'ai introduit ça. Juste, donc, vous avez vu, les micros sont coupés par défaut. Ça permet d'avoir une présentation globale qui, enfin, on va dire sans interruption. Mais par contre, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser dans la discussion, enfin, l'aspect discussion pour poser vos questions. Et moi, à la fin de l'atelier, enfin, à la fin de la présentation, on va reprendre les questions. Je vais essayer de les regrouper pour voilà, rebondir et poser les questions à Sophia. Donc, si vous avez en cours de route des questions, n'hésitez pas à les mettre directement et on les reprendra en fin de parcours. Merci encore pour votre participation. Et puis, à toi, Sophia, je te laisse prendre la main. Alors, merci Alice. J'ai bien compris que tu n'étais pas le seul papa, Julien. Il y a un autre papa parce qu'il y a un couple qui suit le webinaire ce soir. Et Ça, c'est d'ailleurs, je super. tiens à préciser que lors des ateliers, il y a fréquemment des couples qui suivent la formation. Donc, avant de me présenter, je vais vous proposer une petite expérience de prise de conscience. Je vous invite à scanner ce QR code. Donc, si vous avez vos téléphones à proximité ou tablettes, ou à rentrer le lien suivant pour répondre à une question. Ça permettra de prendre un peu la température de votre contexte, à savoir quelle est votre plus grosse difficulté avec vos enfants. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez bien scanné le QR code, n'hésitez pas à utiliser les icônes ou le pouce levé pour me signaler que c'est bon pour vous, que vous avez bien scanné le QR code et rentrer votre réponse à la question « Quelle est votre plus grosse difficulté avec vos enfants ?» Donc, ça peut être le coucher, les repas, les conflits. Voilà, lâchez-vous. Il n'y a pas de jugement, c'est le moment de partager. Alors, pour le moment, j'ai une réponse. Je vous partagerai le résultat quand vous serez plusieurs à avoir donné vos propositions. Vous pouvez même en mettre plusieurs si vous le souhaitez. Si C'est vous vrai. avez plusieurs grosses difficultés. Mais... Alors, est-ce que tout le monde arrive à
Mhm. Allez, verdict. Alors, voyez un petit peu vos réponses. La douche, les cris, les colères, la gestion des émotions, répétition, le fait de répéter, l'affection, négociation qui peuvent être très longues, les devoirs. Ah oui, je partage. Alors, je pense que c'est vrai qu'on aurait pu préciser, mettre un seul mot, c'est plus simple. Parce Ça se qu'après, mélange. il y a un jeu, il faut retrouver les bouts de phrases qui vont avec les bons mots. Mais bon, on devine, on voit bien. Discussion, les règles. Donc j'imagine que Je c'est les pense que les cris discussions trop longues, les ont cris gagné là. aigus. Ouais, monter dans les aigus, niveau sonore. S'habiller. Ah, les tâches de la maman. Est-ce que ce serait pas ça un peu Bon, ça vous donne un petit peu une idée. Peut-être que vous vous reconnaissez dans les difficultés des uns et des autres. Je vois Marie, alors j'espère que c'était quelque chose de positif sur le mari. C'est peut-être, alors peut-être qu'on peut voir avec les couleurs. Je pense que si tu vas à gauche dans les listes, sur les boutons là, liste de Liste de résultats. résultats. Voilà. Ok. Colère, cri, cri, colère. Les cris aigus quand ils ne maîtrisent pas leurs émotions. Cris de colère pour nous faire comprendre qu'il y a un trop-plein. Les tâches quotidiennes, douche, s'habiller. Oui, c'est plus simple. Aller à la douche puis en sortir. Les longues discussions, négociations. L'affection envers maman. Mais du mal avec papa. Ok, on comprend bien les différences de relations entre le père et la mère, les devoirs. Je me fais mener par le bout du nez, oui. Les règles, les colères à répétition, obéissance. Ok, effectivement. Ça nous donne un beau nuage de mots, de difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Alors, je poursuis. Donc, je pense que quand vous êtes connecté, vous avez vu cette phrase. Elle ne revient pas de moi, mais pour poursuivre sur la présentation, bien moi aussi, je pensais que j'étais une mère merveilleuse avant d'avoir des enfants. Donc, cette phrase, elle vient d'Adèle Faber et Hélène Maslich, de leur livre Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Et elle m'a fait beaucoup réfléchir, cette phrase. Donc, je vous propose de vous prendre quelques secondes pour imaginer eh bien, quelle résonance fait cette phrase en vous. Donc, comment vous projetiez, vous, parents, avant d'avoir des enfants. Donc, quelle image aviez-vous de la famille que vous alliez fonder avant l'arrivée d'un enfant dans une famille? Donc moi, je me souviens que quand j'ai vu cette phrase pour la première fois, j'ai tout de suite eu un souvenir lointain où je me vois encore observer d'autres familles, d'autres parents agir en me disant mais bon sang, c'est quand même pas compliqué, enfin, il suffit de dire ça et de faire ça et de faire ci. Et bien, le jour où ça nous arrive, eh bien, on a des belles surprises et ça marche pas du tout comme dans le mode d'emploi qu'on s'était imaginé. Voilà. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre le contenu des ateliers de communication que j'anime en ligne, je vais vous partager un peu mon histoire personnelle. Donc, on vous a demandé l'âge de vos enfants. Donc, moi, j'en ai aussi parce qu'avant tout, je suis une maman de 3 enfants qui ont 7, 10 et 12 ans. Et on a un contexte familial un peu particulier parce qu'il est rythmé par des déménagements à répétition. Donc, ces déménagements ont pour conséquence des difficultés au quotidien dans les relations avec les enfants. Mais j'ai envie de dire que même sans déménagement, on peut se reconnaître dans ces difficultés. Disons plutôt que ce sont des difficultés qui ont été accentuées par cette instabilité. Et par exemple, le surmenage ou la solitude
l'épuisement et la gestion des crises. Donc, on fait partie de mon quotidien et à côté de ça, j'étais enseignante, donc j'étais professeure des écoles pendant plus de 15 ans et je pensais que mon expérience avec les enfants allait me faciliter, le lien avec mes propres enfants. Eh bien non. En fait, mon expérience avec les enfants, m'a pas permis d'apaiser mon quotidien de maman. Donc, j'étais facilement en surcharge, mentale, à devoir gérer beaucoup de choses à la fois et je me sentais pas forcément comprise. Donc j'ai essayé de trouver des solutions par moi-même. J'ai lu des livres sur l'éducation positive, j'ai assisté à des conférences, sauf que je me suis aperçue que la lecture, n'était pas suffisante. Donc elle me permettait de mettre des mots, de donner des explications. Donc ça m'a permis de comprendre un peu mieux que, bah, c'était normal, que, d'être une merveilleuse maman comme, je l'imaginais avant d'avoir des enfants et bien, c'était plus difficile de l'être, au quotidien, avec tout ce qu'il y avait à gérer. Donc j'avais beau lire et essayer de mettre en pratique les suggestions, dans les livres, je me sentais en échec et donc je culpabilisais et j'étais fatiguée par les cris et les disputes. Donc quel a été le déclic? Alors il y a eu un déclic. Il y a quelques années, lors d'un de nos déménagements, on m'a proposé de participer à un chantier d'éducation. Donc un chantier d'éducation, c'est une rencontre mensuelle avec un groupe de parents et l'objectif, c'était, de partager nos expériences de parents et donc la nouveauté, c'est, au lieu d'être, spectatrice de mes lectures, j'étais impliquée dans des échanges et cette implication, c'était déclic numéro un. Donc les échanges d'expériences et déculpabilisants, la mise en pratique, des ateliers a été le déclic, l'effet qui se coule numéro 2. Donc c'est ce qui m'a permis de me révéler maman. Donc plus qu'une lecture, c'était une véritable implication. Donc cela m'a permis une prise de conscience. C'est que parent, c'était plus simplement un rôle, mais c'était une mission. Et si je vous pose la question, par exemple, qu'est-ce qui vous paraît important que votre enfant apprenne et retienne en grandissant? Pourriez-vous me noter en commentaire vos suggestions de quelles sont les valeurs et ce qui vous paraît important que votre enfant apprenne et retienne le long de son apprentissage de la vie, de son éducation. Le respect. Autre chose, quelle autre valeur vous paraît important? Être libre et autonome. La bienveillance, le respect, la confiance en lui, la famille, la bienveillance, la tolérance. L'empathie, la curiosité, l'humanisme. Alors, je n'arrive pas à lire aussi vite que je reçois les... Donc la communication, l'ambition, curiosité, humanisme, apprendre seul et des autres, la bienveillance, l'ouverture, la confiance et la tolérance, l'autonomie, la gentillesse, l'esprit de famille, le respect des autres. Donc voilà, tout ça, ce sont des valeurs qui sont importantes pour vous, la tolérance. Et pour moi, ça a été déjà une première étape, la prise de conscience de ce que je voulais laisser comme trace à mon enfant, qu'il puisse grandir et se construire avec ces valeurs-là. Donc la bienveillance, qu'on peut ne pas être d'accord et rester unis quand même, exactement. Le respect et l'empathie. Ok, tout à fait. Eh bien, donc je poursuis. Donc vous voyez que d'avoir un espace de parole pour pouvoir exprimer aussi quelles sont nos attentes et le décalage qu'on peut voir entre ces attentes et la réelle relation qu'on a avec nos enfants, ben ça peut poser question.
Donc, comme je vous disais, le premier déclic a été ces chantiers d'éducation qui m'ont permis de m'impliquer et de me questionner avec d'autres parents. Donc, on était un groupe de parents un peu chercheurs à se questionner sur des thématiques éducatives. Donc, les thématiques pouvaient être, par exemple, les difficultés qu'on vous a proposé de partager au début là, du webinaire. Donc, on a proposé chaque mois un autre thème. Ça pouvait être le sommeil, les colères. Qu'est-ce que vous aviez proposé comme autre idée? Les devoirs et l'échange entre parents nous a permis de trouver des solutions ensemble et surtout de déculpabiliser parce qu'on se sent moins seul. Donc, je dirais que les étapes des ateliers sont un petit peu similaires. Donc, quand j'anime les ateliers en ligne, l'étape 1, c'est la prise de conscience, c'est porter un regard sur nos valeurs, notre schéma éducatif. Le partage, parce qu'à plusieurs, on avance de manière plus efficace et enrichissant. Les mises en pratique, parce que lors des ateliers, j'ai découvert les jeux de rôle qui permettent de se mettre à la place des parents et à la place des enfants. Et puis, il y a la continuité. C'est-à-dire qu'on repart avec, à l'issue des rencontres avec d'autres parents. Dans un cycle d'atelier, on repart avec une boîte à outils dans laquelle on pioche en fonction des situations. Et il y a aussi des astuces de piqûres de rappel parce que c'est toujours aussi... Ah, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent, alors je m'excuse, je coupe. Donc, j'admets les personnes qui arrivent. Donc, j'étais en train de parler des déclics qui m'ont amené à animer ces ateliers. D'accord, c'est bon, je viens de lire les explications. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, à l'issue de ces ateliers, dans l'illustration, là, vous voyez qu'on parle d'imaginer une vie de famille transformée. Donc, c'est ce que j'ai recherché. Et en ayant participé à ces rencontres, ces ateliers, eh bien, j'ai pu voir un nouveau lien avec mes enfants. Donc, je ne prenais pas forcément le temps d'avoir des échanges construits et affectifs avec mes enfants. Et un nouveau lien s'est créé. Et le changement est venu avec le temps dans la relation de confiance. Ils ont aussi permis, ces ateliers, d'améliorer les relations de plusieurs parents que j'accompagne. Donc, dans les feedbacks que je peux entendre, il y a souvent le mot sérénité, confiance, avec des solutions concrètes. Et ces ateliers se basent sur... Ces ateliers se basent sur plusieurs approches, dont une principale qui sont les ateliers Faber et Maslich. Donc, peut-être que certains en ont déjà entendu parler. Donc, ce sont des ateliers qui sont destinés aux parents, mais aussi aux professionnels de l'éducation. Donc, ce sont des ateliers qui vont pouvoir impliquer des personnes qui sont en relation avec des enfants et qui permettent de créer une cohérence entre nos valeurs. Donc, on parlait avant de quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre. C'est aussi votre schéma familial. Donc, créer une cohérence entre ces valeurs et les nouveaux outils, les nouvelles habilités que vous apprendrez pour les mettre au profit d'une communication saine et durable. Donc, même avec des schémas éducatifs différents, là, vous êtes plusieurs parents, on peut s'identifier et s'approprier ces outils facilement. Donc, certains résultats sont visés plutôt rapidement. C'est ce qui fait l'objet des débuts de chaque rencontre. Parce que lorsqu'on fait un atelier en ligne, on se rencontre 6 ou 7 fois. Je vous expliquerai plus dans le détail après. Donc, en général, les rencontres s'étalent sur 14 semaines, à mesure d'une à 2 fois une fois par quinzaine ou une fois par semaine. Et à chaque début de rencontre, on a un petit débriefing pour pouvoir partager les mises en pratique. C'est-à-dire que je vous suggère d'essayer de pratiquer des habilités chez vous. Et les débuts de rencontre, c'est le moment d'échanger, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de trouver rapidement
une autre solution alternative pour trouver la solution qui nous convient le mieux. Donc la relation s'améliore sur la durée grâce à la pratique, à l'endurance et à la répétition des outils. Donc c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Donc les ateliers Faber et Maslich, ce sont 2 auteurs qui ont développé une méthode empirique parce qu'elles ont participé pendant une dizaine d'années à des groupes de réflexion de parents menés par un pédagogue, un enseignant, un psychologue assez renommé dans les années 60-70 qui s'appelle Haim Ginott et qui est spécialiste de la relation entre enfants et adultes. Et lors des ateliers, je fais une petite biographie pour expliquer qui était ce personnage, Haim Ginott, parce qu'il a développé un concept éducatif qui articule fixation de limites et compassion. Et donc, dans les cycles d'ateliers Faber et Maslich, il y a une thématique qui s'appelle « Parler pour que les enfants écoutent »,« Écouter pour que les enfants parlent ». Et elle se compose donc de 6 rencontres et d'un bilan. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, comme je vous le disais avant, les rencontres se font chaque semaine ou quinzaine. Et au total, on se voit une quinzaine d'heures. Donc, chaque rencontre dure environ 2 heures. Et la spécificité de ces ateliers, ce sont les jeux de rôle, ce qui implique les parents à travers des lectures de bandes dessinées ou de scénarios de vie quotidienne où chacun peut s'identifier, se reconnaître et d'essayer de comprendre, en essayant de jouer les rôles des personnages, de comprendre les ressentis, les besoins de chacun et de les vivre. Et le fait de les vivre, c'est vraiment une prise de conscience qui est importante pour pouvoir être accompagné dans le changement plus facilement. Prendre conscience de ce qu'on vit, de notre manière d'agir pour pouvoir accepter d'essayer de changer. Alors, quelqu'un envoie des messages. Alors, est-ce qu'on travaille entre 2 séances? Alors, je répondrai peut-être à toutes les questions à la fin, mais déjà là, je peux vous dire qu'entre les séances, ce qui est demandé, c'est à chaque séance, en fait, il y a un thème. Donc, je vais y venir et je vais répondre à cette question en poursuivant. Donc, chaque séance, je vais vous montrer, chaque séance est rythmée par une thématique. Peut-être que vous reconnaissez ici, il y a 3 approches. Ce sont les 3 approches qui vont inspirer les outils que je vais vous transmettre. Alors, Julien, je te propose de réunir les questions au fur et à mesure. Comme ça, moi, ça me permettra de garder le fil conducteur Oui. et peut-être Garde d'y ton fil répondre à la fin. et Parce que moi, je je ferai pense que la petite voilà. synthèse des questions. Ouais. Voilà, parce que je pense qu'il y a des réponses que vous aurez d'ici la fin et on verra peut-être s'il faut apporter des précisions. Donc, en fait, à chaque rencontre, il y a un thème qui va nous permettre de s'approprier des habiletés de communication. Je vous en dévoilerai quelques-unes tout à l'heure. Et Haim Ginott, il dirait au sujet des habiletés parentales que c'est comme apprendre une nouvelle langue. Donc, c'est un peu ce qu'on fera lors des ateliers. Sauf que nous, parents, nous la parlerons avec un accent, car ce n'est pas notre langue maternelle. Et ce qu'on espère, c'est que nos enfants s'approprieront cette langue comme une langue maternelle. Donc, c'est un peu son idée. Et donc, moi, ce que j'aimerais vous expliquer à travers ma méthode, c'est que ma marque de fabrication, c'est Éducatelier. Donc, ce sont ces diverses approches et des outils positifs et ludiques que j'ai développés. Donc, je m'appuie sur donc, ces 3 méthodes. Donc, j'apporterai des outils qui sont issus de la discipline positive. Donc, c'est ce qui est tout à droite, là, la discipline positive dans la classe. Mais j'ai aussi participé aux ateliers discipline positive en famille. Donc, la discipline positive s'appuie sur la fermeté et la bienveillance pour développer des compétences psychosociales, c'est-à-dire la coopération, l'autonomie, l'entraide, l'écoute.
Et je vous partagerai par exemple comme outil issu de la discipline positive ce qu'on appelle le cerveau dans la main. Et le cerveau dans la main, c'est une manière d'imager le cerveau et la capacité à raisonner lors d'émotions vives. Et donc, c'est un outil qu'on peut utiliser avec des enfants pour amener l'enfant à un retour au calme. Et notamment, nous parlerons de discipline positive de l'outil qui s'appelle les TEF, les temps d'échange en famille, qui permet d'améliorer la communication et renforcer le lien familial. Après, une autre approche, c'est apprendre à communiquer. Donc, vous l'avez tout à fait à gauche, qu'on appelle aussi APECOM. Donc, les outils qui sont propres à APECOM sont un peu plus modernes et ce sont des outils assez pratiques qui utilisent le développement personnel pour que le parent apprenne à savoir ce qui est bon pour lui. Et parce que quand on se sent bien, on partage plus facilement ses valeurs aussi. Donc, je vous partagerai par exemple les vers de vie ou les chauds doudous. Et bien sûr, il y a l'approche Faber et Maslich qui sera la méthode principale utilisée pour suivre ces ateliers. Et à travers cette méthode, je vous partagerai principalement des habilités langagières, donc la fameuse nouvelle langue. Et dans la marque de fabrique, j'ai envie de dire, et la petite particularité, ce sont les supports vidéo. Donc, ce sont des scénettes que j'ai mis en image avec ma famille, avec mes enfants, pour illustrer ces habilités issues de cette méthode. Donc, c'est un peu la touche perso que je partage avec notamment des cartes mentales et des jeux pour apprendre à se connaître en famille. Donc, j'ai envie de dire que c'est le bonus éducatelier que je vous permets de découvrir lors de ces rencontres. Et donc, pour répondre un peu aussi à ta question, Patricia, concernant les thèmes et ce qui peut être demandé entre des rencontres, donc il y a 6 thèmes et 7 rencontres. Donc la première rencontre, par exemple, elle va s'appuyer sur la communication empathique. La communication empathique et respectueuse, on va se concentrer sur des échanges d'expériences, sur les ressentis des enfants, les ressentis des parents. Nous verrons aussi comment susciter une meilleure coopération, donc c'est un autre thème. Trouver des alternatives à la punition, comment apaiser des conflits sans blesser ni contrarier, ou encore encourager l'autonomie, favoriser l'estime de soi. Donc, vous retrouvez sans doute là des valeurs qui ont été proposées précédemment. Et comment se construire en se libérant des étiquettes. Donc, les étiquettes, ce sont les fameux c'est un bavard, c'est un timide, c'est un grincheux. Donc, vous connaissez sans doute un conte, hein, mais ces petits nains, et bien des fois, on les retrouve dans les appellations qu'on peut stigmatiser chez les enfants. Donc, comment se délivrer de ces rôles étiquettes pour renforcer l'estime de soi et la confiance. Et chaque rencontre donc, marque un thème avec différentes habilités. Et donc là, j'en viens. Entre les rencontres, la seule chose qui vous est demandée, c'est d'essayer de mettre en pratique les habilités que vous allez découvrir. Donc, à travers les jeux de rôle, les échanges et les outils que je vais vous proposer, on vous demande, pour la fois d'après, d'essayer de mettre en pratique lors de vos situations quotidiennes. Alors, je vous rassure, les situations, vous en aurez du matin au soir, moult occasions de les mettre en pratique. Ce ne sera pas difficile de savoir quand. Après, ce qui sera intéressant, c'est lors des retours, de pouvoir partager sur les réussites, sur les outils qui fonctionnent moins bien, parce que vous allez vous rendre compte, pour un thème, il y a plusieurs habilités. Donc, ça va vous permettre d'explorer plusieurs possibilités. Et il y aura des habilités qui fonctionneront mieux avec certains enfants ou mieux dans certaines situations que d'autres. Alors, je vais vous donner, par exemple, 2 habilités. Je vais juste boire un petit verre d'eau. Profitez-en aussi. Je ne vous vois pas.
Alors, je vérifie, j'espère qu'il n'y a personne d'autre qui s'est rajouté. Parce que comme je suis concentrée, non, c'est bon. Voilà. Alors, je vous dévoile 2 exemples d'habilités. À partir de quel âge peut-on envisager? Alors, ces ateliers sont à destination des enfants, j'ai envie de dire que, à partir de la naissance, on peut déjà les utiliser, même quand on attend un enfant, parce que, et jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Alors, jusqu'à l'âge adulte. Dans les ateliers Faber et Maslich, il y a des tranches d'âge. Donc, j'ai souvent animé avec des parents qui avaient des enfants jusqu'à 12 ans et aussi jusqu'à 18, 20 ans, même avec des parents qui avaient des enfants qui étaient partis de la maison, qui avaient besoin de reconnecter, de recréer un lien. Donc, c'est sûr que peut-être que ce sera plus simple de se retrouver dans un groupe homogène, mais c'est aussi très intéressant de se retrouver avec des parents qui ont des enfants d'âge divers parce que ça permet de se projeter quand les enfants sont plus grands, mais ça permet aussi de mieux comprendre quand les enfants sont plus petits, quelles sont leurs étapes de développement et mieux comprendre ce qu'ils deviennent. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément d'âge. Et quand je dis que c'est même approprié pour des parents qui vont qui vont avoir des enfants, parce que moi, j'ai envie de dire que si j'avais su avant que tout ça existait, ça m'aurait peut-être évité de traverser des périodes compliquées, très difficiles. Donc, idéalement, si on veut vraiment pouvoir mettre en pratique ces habilités, il faudrait que les enfants soient à un âge de pouvoir s'exprimer, donc au moins commencer à parler. Après, j'ai déjà animé avec des parents qui ont des enfants qui ne parlaient pas encore, mais qui poussaient des cris. Et l'enfant, même s'il ne parle pas avec des mots, il comprend vos mots à vous. Donc, c'est déjà ça qui est important. Voilà. J'espère que je réponds à la question. À partir de quel âge peut-on envisager de commencer et appliquer ces méthodes? Voilà. Alors, je poursuis et je termine. Les habilités. Donc, il y a par exemple une des rencontres dont le thème est l'encouragement à l'autonomie. Donc, on aimerait tous avoir des enfants super autonomes dans les routines du quotidien. Donc, par exemple, une des habilités proposées est celle d'offrir un choix. Donc, quand l'enfant, par exemple, ne veut pas faire ses devoirs, je prends cet exemple du devoir parce qu'il a été suggéré avant, on peut lui proposer un choix restreint. Donc, restreint, c'est-à-dire 2 possibilités, pas plus. Préfères-tu faire tes devoirs à ton bureau ou à la table du salon? Alors, à voir comment vous organisez les espaces chez vous. Mais lui offrir un choix, ça lui permet déjà de se sentir responsable. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'opposition, il va déjà se sentir impliqué dans une prise de décision. Donc, ça peut déjà faciliter et aider l'enfant à coopérer. Quand l'enfant, par exemple, ne veut pas manger, c'est un autre exemple, on peut lui suggérer aussi un choix et lui dire, par exemple, tu commences par ton jus ou ta tartine. Donc l'enfant, encore une fois, a l'opportunité de se sentir un peu responsabilisé. Ah, c'est moi qui décide si je vais faire l'un ou l'autre. Donc les choix offrent une opportunité d'autonomie. Et l'enfant se dit, je sais choisir et décider comme un grand. Donc cette méthode, c'est pas l'effet d'une baguette magique. Les choix vont peut-être très bien fonctionner avec des enfants, peut-être pas avec d'autres. Et plutôt qu'une potion, j'ai envie de dire que ce sont des ingrédients qu'on teste au fur et à mesure en fonction des enfants et des situations. Alors, je vais vous partager une autre habilité, une autre astuce, toujours dans ce thème de l'autonomie, d'encourager l'autonomie, c'est respecter les efforts. Le premier, c'était le choix. Et respecter l'effort. Donc, je vous donne un autre exemple. Quand l'enfant est long à faire une tâche, surtout quand ils sont petits, par exemple, le matin, je me souviens d'un exemple, c'est l'habillage, je crois, la préparation.
Et bien des fois, le temps de mettre sa veste, de faire ses lacets. Donc si un enfant a vraiment envie de faire ses lacets, que c'est très long et que vous voyez que l'heure tourne et que vous allez être en retard, bon, ben, on perd patience et on a vite envie de s'énerver et de faire à sa place. Mais des fois, de lui dire, en respectant l'effort, lui dire, c'est difficile de faire ses lacets. C'est parfois utile de s'entraîner beaucoup avant d'y arriver. Alors, je n'ai pas fait grand-chose, hein. Je ne fais que reconnaître que ce qu'il fait, ce n'est pas facile et que ça peut prendre du temps. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va d'un seul coup le faire en 2 secondes, hein. Ça veut dire que lui, il va déjà assimiler une chose, c'est un jour, il en sera capable. Donc, je pourrais aussi lui dire, c'est difficile de boutonner sa veste. Ça peut aider de commencer par les premiers boutons du haut. Donc, évidemment, le matin, quand on est dans le speed, on ne le dirait pas de manière aussi calme, comme je vous le dis là, mais d'avoir conscience qu'on peut encourager l'effort et respecter ses efforts, ça lui donne vraiment la chance de pouvoir réitérer et éviter le découragement et l'enfant qui n'a plus envie de faire lui-même. Donc, on peut très bien dire quand on est très pressé le matin, lui dire, écoute, cette fois-ci, je vais le faire à ta place. Mais c'est important, quand on rentrera ce soir, je vais te montrer une manière plus rapide de le faire. On lui donne une chance de réessayer. Voilà. Donc, donner sa chance de refaire. Donc, pour résumer le sujet des rencontres, il y a 6 thèmes qui offrent différentes solutions. À vous de piocher dans ces ingrédients. Inspirés de diverses approches et outils que je nomme des outils qui sont pérennes parce qu'on peut les utiliser de manière durable pour des résultats dans le temps. Donc, entre les rencontres, c'est la seule chose que vous ai demandé. Essayez chez vous, pratiquez et on voit ensemble ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Après, je termine. Donc, de formation, j'ai été maîtresse, je vous l'ai dit. Donc, j'ai enseigné pendant plus de 15 ans. Et lors de mes périples, dont un à l'étranger aux Pays-Bas, après avoir découvert les chantiers d'éducation en France, c'était important pour moi de retrouver cet espace d'échange avec d'autres parents. Et notamment, comme je côtoyais les parents qui étaient les parents de mes élèves aussi, j'avais des demandes pour pouvoir animer ces échanges. Donc, j'ai créé Éducatelier il y a 5 ans pour accompagner parents. Voilà. Ça, c'est juste pour me dire que je suis dans les temps et que je termine. Donc, j'ai créé Éducatelier pour pouvoir accompagner les parents et les professionnels parce qu'en discipline positive, par exemple, quand j'étais aux Pays-Bas, il était important pour moi de pouvoir intervenir aussi auprès des classes, pas seulement en tant qu'enseignante, mais de pouvoir intervenir pour lutter, par exemple, contre le harcèlement et développer des compétences sociales entre les élèves pour favoriser une ambiance de classe propice aux apprentissages. Et donc, Éducatelier, c'est un peu cette dualité entre le devenir parent et le lien entre les enfants et parents et entre les élèves vers une communication plus efficace. Donc, pour parler un peu certification, parce que c'est peut-être aussi rassurant aussi de savoir que je n'invente pas tout ce que je vous transmets. Donc, je me suis certifiée en discipline positive et formée à l'animation des ateliers Faber et Maslich. Donc, pour être, en plus de les d'avoir fait les 3 thèmes, il y a 3 thèmes d'ateliers Faber et Maslich. Il y a parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Il y a frères et sœurs sans rivalité. Et le dernier, c'est apprendre pour que parler pour que les enfants apprennent, destiné aux écoles. Donc, je me suis aussi spécialisée à la petite enfance avec APECOM. Je me suis initiée à la PNL, à la programmation neurolinguistique. Donc, c'est la communication verbale et non verbale, le développement personnel pour un accompagnement au changement. Et puis, je terminerai en disant que mon expérience en milieu scolaire en tant que maîtresse a imprégné ma démarche des outils plutôt créatifs et ludiques parce que c'est visuellement et d'un point de vue motivationnel ce qui
qui porte beaucoup d'intérêt pour moi de véhiculer quelque chose de dynamique et positif. Donc, ces ateliers ont un coût parce que, évidemment, je prépare pour avoir ces résultats, pour vous promettre ces résultats. Donc, ils sont au nombre de 7 rencontres pour 175 € au lieu de 205. Et ils comprennent 15 heures de formation. Donc, c'est à peu près 2 heures par semaine. Et le temps qui vous est demandé entre, j'ai envie de dire que par semaine, ça, c'est à vous de voir. Ça peut être une demi-heure d'investissement de votre part ou plus. Ça, c'est vous qui voyez. Plus vous voulez de résultats, plus vous vous impliquez dans votre quotidien. C'est comme apprendre une langue, hein. Donc, cela vous revient à peu près à 25 € par rencontre. Il y a un cahier d'activités qui vous est offert, que je vous envoie, et puis des cadeaux outils, des bonus que je vous partage. Donc, je vous enverrai le lien pour souscrire. Et j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Donc voilà, pour souscrire, il y a une billetterie en ligne. On vous partagera le lien. Et vous pouvez me contacter par téléphone ou adresse mail. Et si vous avez des questions en direct ou si vous voulez me poser des questions par mail ou par téléphone, c'est possible aussi. Voilà. Donc, est-ce que dans la boîte de dialogue, il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Non, je pense que oui, c'était plutôt effectivement la question Le tarif du couple. travail. Le tarif couple, ça veut dire qu'au lieu de payer 175 € par personne, vous payez un tarif pour le couple et moi, je vous envoie du coup 2 cahiers. Alors, Ça ne veut pas voilà, vous passer. pouvez retourner. Vous pouvez préciser qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le tarif couple? C'est que le tarif couple, c'est 280 € quand on s'inscrit pour un couple. Moi, j'envoie 2 cahiers parce qu'un couple, c'est quand même 2 personnes distinctes. Et quand nous faisons les activités, j'insiste que les parents, l'objectif, ce n'est pas qu'ils répondent la même chose, en fait, qu'ils répondent vraiment en fonction de leur histoire, de leur ressenti et de leur expérience. Donc, quand on fait cette démarche et qu'on y va en couple, on essaye, il y a une volonté d'harmoniser aussi, mais aussi d'être à l'écoute de l'autre, parce que c'est aussi un beau challenge de vouloir et de pouvoir éduquer et de s'accorder à deux. Voilà, donc le tarif couple, c'est au lieu de 175 € par personne dans le couple, il y a un prix global. Est-ce que ça répond? Alors, non, il n'est pas éligible au CFP, Emeline. Je suis désolée. Les ateliers Faber et Maslich ne sont pas encore éligibles au CFP. Ce sont des démarches qui ne sont pas très simples en France, hein. Mais peut-être qu'un jour. D'accord. Tant mieux si c'est clair. Ouais, sur la question de est-ce qu'on travaille entre 2 séances? En fait, Oui. pendant l'atelier, on répond aux questions, c'est ça? Donc, on a la partie réflexion, prise de recul. Alors, Et pendant entre les l'atelier, séances, on applique. il n'y a pas forcément de questions. Attendez, je vous montre juste. Il y a un cahier comme ça. C'est le cahier du participant. Et dans ce cahier, il y a des mises en situation. On vous demande par exemple d'écrire vos réactions, vos ressentis. Il y a des bandes dessinées pour analyser des situations. Et il y a des habilités qu'on vous propose de mettre en pratique. Mais on vous propose, par exemple, dans différentes situations, qu'est-ce que vous diriez si vous ne connaissez pas les habilités? Quelles habilités vous pourriez utiliser pour obtenir de la coopération, encourager l'autonomie? Et entre les sessions, il y a à la fin de chaque rencontre, on vous propose travail à la maison. Donc, par exemple, on vous dit au moins une fois cette semaine, ayez une conversation au cours de laquelle vous allez essayer une des habilités qui est là. Voilà ce que vous est demandé.
Il y a aussi des livres, les livres des auteurs. Moi, je n'oblige pas du tout à l'achat parce que je trouve que lors des rencontres, il y a suffisamment euh, il y a suffisamment d'analyse de fait et que rentrer dans une lecture en plus, ça peut être une surcharge. Je pense que la lecture a d'intérêt de la faire soit en amont, soit de manière différée, pour faire des piqûres de rappel, pour illustrer un petit peu ce qui a été échangé. Mais je pense que lors d'un cycle d'atelier, on se voit 7 fois, ça a étalé sur 2-3 mois. Je pense que de se concentrer sur les activités du cahier et les mises en pratique à la maison sont suffisantes. Donc voilà ce qui est proposé. Il peut arriver que je propose, par exemple, parce que les séances en visio se font en soirée. En général, en présentiel, ces échanges durent 2h30, 2h45. Moi, j'arrive à les tenir en 2 heures. Parce que je sais que le soir, il faut que ce soit concis, il faut que ce soit efficace, parce que sinon, je perds l'attention des participants, et ce qui est normal. Donc, il peut arriver que des fois, je vous propose en binôme, je mets des binômes ensemble et je vous dis, voilà, je vous propose cette semaine en devoir. Vous allez juste une fois vous connecter, ça vous prend 5 minutes et vous allez essayer d'échanger sur cette situation en particulier. Voilà. Ça peut être une autre option qui est proposée et c'est une façon de faire qui a eu beaucoup, beaucoup de succès lors de mes précédents cycles. Dans les retours que j'ai eus, c'est quelque chose qui a été très apprécié parce que des fois, quand on est en grand groupe, alors en général, je limite, hein, le groupe, on est maximum 8. Et ça, c'est une volonté de ma part pour maintenir de l'interactivité et de la convivialité. Donc, Alors, on a d'autres questions qui oui. sont peut-on participer à un atelier sans s'engager sur la totalité pour tester le concept? Alors, peut-on participer à un atelier sans s'engager sur la totalité pour tester le concept? Alors, en général, je ne le fais pas. En ligne, en présentiel, c'est quelque chose que je peux faire parce qu'en présentiel, je peux réunir beaucoup plus de participants parce que l'interaction est plus facile, parce qu'on se voit, il y a plus d'échanges. Physiquement, c'est plus simple de créer du lien. Quand on est en ligne, je limite le nombre de participants parce que pour moi, c'est important qu'on ait cette bulle de bien-être. Et si j'accepte que les participants viennent de manière ponctuelle, la première rencontre, c'est une rencontre importante où on crée un lien, on crée une bulle de bien-être, une relation de confiance. Et si j'ai, par exemple, bon, ça n'est jamais arrivé, hein, mais si j'ai les participants qui viennent et que la fois d'après, il y a la moitié du groupe qui est là, c'est plus la même incidence. Donc, je trouve dommage de, euh, de venir assister à une séance et de ne pas faire la totalité du cycle. Après, en général, il est vrai qu'en présentiel, je vais proposer avant de démarrer les ateliers. C'est pour ça qu'il y a eu ce webinaire, en fait. Hein. C'est fait comme c'est pour vous permettre de ne pas vous lancer directement, mais de voir un petit peu en quoi cela consiste. Mais voilà, je dirais que pour l'organisation, en fait, pour l'organisation d'une rencontre en ligne, moi, je vais quand même envoyer des cahiers du participant. Donc, pour moi, ça engage des frais aussi. Et ces cahiers du participant, de les avoir juste pour une rencontre, ça n'a pas trop d'intérêt. Et j'ai envie de dire, venir juste pour participer à une rencontre sans suivre le processus des activités dans le cahier, c'est venir en tant que spectateur, en fait. Donc, j'ai envie de vous dire, si vraiment vous avez envie de vous lancer dans une aventure, il faut le faire, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose ce webinaire pour pouvoir vous rassurer par rapport à ça. Vous pouvez aller sur mon site educatelier.com, il y a des témoignages de parents, mais je comprends tout à fait voilà, le besoin d'en savoir plus et de savoir si on peut venir Oui, essayer. je vais dire une chose en plus, c'est que ce qui est proposé également, c'est que si des personnes souhaitent poser encore d'autres questions le temps de la réflexion, elles pourront te joindre, hein, je pense, Sophia. Pardon? Elles pourront te contacter. Si Oui, des oui, bien personnes te sûr. posent encore des Si questions pendant tout à les fait. Et puis jours à si les venir. personnes veulent m'appeler. Ouais. Donc, y a-t-il possibilité de s'inscrire à une session plus tard que le 5 octobre? Oui, bien sûr. C'est aussi possible. Oui, tout à fait.
Et tu Après, vas proposer quand d'autres alors, ateliers? il y a une session qui démarrera, alors normalement, elle démarre le 5 octobre, et la prochaine session, ce sera en janvier. Voilà. Et donc, il peut arriver que les participants me demandent, en fonction des besoins, un thème sur les rivalités entre frères et sœurs. Donc, il est possible qu'une autre session porte sur le thème de la fratrie. Donc, cela dépend des demandes. Donc, peut-être qu'en janvier, ce sera sur un autre thème, mais on n'est pas obligé d'avoir suivi le premier thème pour faire le deuxième. Parce que le premier thème, c'est parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Après, c'est plus intéressant de commencer par celui-ci, mais j'ai déjà eu des participants qui ont fait l'inverse et ça va très bien aussi, ou qui ont fait, je perds mon oreillette. Voilà. Ok. Est-ce que Est-ce c'est qu'il y a bon d'autres pour vous? questions? Et combien y a-t-il de personnes à l'atelier? Je vous ai dit. Alors, il y en a entre, alors je veux dire, le minimum, ce serait 5, et maximum 8, 9. Alors, je compte les couples. S'il y a, j'ai une session où j'ai eu, par exemple, 2 couples qui étaient inscrits, donc je permets à ce qu'il y ait un peu plus de personnes individuelles qui s'inscrivent pour qu'il y ait suffisamment d'interaction. Voilà. Ok. Alors, Est-ce qu'il y a j'espère. d'autres questions? Alors, sachez qu'un email va partir incessamment sous peu, qui va repréciser justement les liens, les coordonnées de Sophia, mail, téléphone. Comme ça, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et le lien vers l'espace billetterie pour acheter votre billet pour les 7 ateliers. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je pense qu'après, pour vous, c'est là le moyen de découvrir. Ça va peut-être mûrir selon effectivement vos cas personnels, hein, selon vos enfants, et vous dire, ben, tiens, j'ai peut-être envie aujourd'hui d'améliorer certaines choses dans ma communication, de tester, d'expérimenter. Parce que c'est vrai que c'est pas, enfin, comme on le disait, hein, il n'y a pas de vérité absolue, c'est vraiment de l'expérimentation. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils qui sont possibles. Donc, je pense que c'est ça la richesse des ateliers Faber et Maslich. Voilà, donc Moi, je vais juste préciser une petite ouais. chose. Merci pour vos retours, hein, je lis en même temps. La date ne doit pas être un frein. Parce que là, par exemple, j'ai des inscrits. Et pour les dates, moi, je propose des dates. Et après, il y a quand même une certaine flexibilité. C'est-à-dire que si j'ai un groupe où j'ai une partie des participants qui me dit, ben, moi, ça m'arrangerait qu'on démarre une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, ou qu'on trouve, si une fois une personne ne peut pas assister pour une date en particulier, j'enregistre les rencontres et je les envoie sans problème. Donc, n'hésitez pas à me dire, par exemple, si la date peut être un frein. Parce que j'ai des personnes qui sont inscrites, mais qui m'ont dit que, voilà, qu'elles étaient aussi souples par rapport au planning. Et moi de même. Voilà. Bon, bah, écoutez, eh bien, moi, je vous remercie aussi de vos commentaires et de vos réactions. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne réflexion. Et je vous dis Ouais. peut-être à bientôt alors. Bonne soirée à tout le monde. Allez, Au bye bye. revoir. Au revoir.